souci d'aborder les dimensions sociales des objectifs de développement durable, c'est très, selon moi, c'est très important. Bien que dans vos travaux, vous avez beaucoup d'ateliers ou d'interventions sur le climat, l'eau, l'alimentation, les villes, c'est important d'identifier le terreau éthique et social qui sous-tend les 17 objectifs du développement durable 2015-2030. Comme vous le savez, au sommet sur le développement durable, le 25 septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté un nouveau programme post-2015 qui comprend ces 17 objectifs mondiaux et 169 cibles pour mettre fin à la pauvreté, aux inégalités sociales, à l'injustice et faire face au changement climatique. Rien de moins que ça. Hein. C'est simplement vous dire ça, c'est un programme assez considérable. Leur négociation a duré 3 ans, et je vous parlerai un peu de nous à l'UNESCO quand j'étais là, ce qu'on a fait là-dedans. Et une enquête a été menée à laquelle ont participé 8 millions de personnes. Et il faudra 2 à 3 trillions de dollars pour financer la mise en œuvre des objectifs. Donc, comme vous voyez, c'est énorme. Hein? Tel qu'expliqué par l'Institut international du développement durable, le développement durable comporte 2 concepts essentiels. Le concept de besoin, c'est-à-dire en particulier les besoins essentiels des personnes démunies qui devraient avoir priorité, et l'idée de limite imposée par l'état des technologies et l'organisation sociale à la capacité des États de répondre à ces objectifs. Donc, les objectifs de développement durable doivent être perçus comme un système, ça c'est important, un système complexe, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt comme ça, horizontal, au sein duquel les décisions prises relativement à un objectif ont un lien avec les autres objectifs. Donc, quand vous travaillez sur un objectif et quand vous voyez les cibles, vous voyez que tout ça est tricoté comme une courte pointe québécoise. Ainsi, par exemple, une société qui a un système d'éducation très sélectif et non inclusif, qui ne se soucie pas de la qualité de la formation des enseignants, aura des citoyens qui seront incapables de comprendre les enjeux planétaires de plus en plus compliqués ou qui seront incapables de prendre en main leur santé, par exemple, faute d'un niveau de littératie assez élevé pour comprendre ce qu'un médecin dit, pour lire une prescription, etc. Donc, on voit là, entrer l'éducation partout, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les enjeux climatiques. Il faut quand même un certain niveau de littératie pour comprendre. Ou d'autre part, il faut que les chercheurs, comme vous le serez peut-être, soient capables de vulgariser et d'expliquer les choses. Ces nouveaux objectifs sont très ambitieux. Et la première question qui nous vient est, pourront-ils être atteints? Comment seront-ils évalués? Jusqu'à quel point les États investiront-ils dans leur poursuite dans un monde où la solidarité et la coopération internationale ne sont pas toujours au rendez-vous? Comment seront-ils financés? Les objectifs poursuivis par ce qu'on appelle les ODD, Objectifs de développement durable, qui font suite aux OMD, qui étaient de 2000 à 2015, les objectifs du millénaire, qu'on appelait, rejoignent plusieurs des objectifs que moi-même j'ai poursuivis dans ma carrière comme spécialiste en éducation des adultes, comme sous-ministre de Santé Canada, comme présidente du Comité international de bioéthique qui a fait cette déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, que vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'UNESCO, qui a été adoptée par l'UNESCO en 2005 et comme représentante du Québec à l'UNESCO de 2011 à 2014. Vous allez me dire, c'est quoi, c'est un représentant du Québec à l'UNESCO? Bien, c'est un accord aussi, que vous pouvez trouver le texte en ligne, l'accord Canada-Québec, qui a établi cette représentation en 2006. Donc, on est la seule province qui avons un tel accord. On est dans la délégation du Canada parce qu'on n'est pas un pays, mais là, tout ça, c'est un statut de diplomate qui permet à la personne qui est là de rencontrer qui elle veut, d'organiser les réunions qu'elle veut, de prendre la parole à la conférence générale, et ça fonctionne très bien à l'heure actuelle. D'ailleurs, la Catalogne, l'Écosse sont venus nous voir pour demander une copie de l'accord pour voir comment ça fonctionnait. Mais moi, je dis toujours, il y a les papiers et il y a les gens. Alors, s'il y a une bonne volonté de travailler ensemble, c'est possible. Comme le souhaitait l'UNESCO en octobre 2013, un authentique développement durable nécessite plus qu'un investissement vert, VERT, et des technologies à faible émission de carbone. Outre ses dimensions économiques et écologiques, son succès dépend essentiellement des facteurs sociaux et humains.
je voudrais aborder avec vous certaines dimensions sociales et éthiques des ODD, santé, éducation, culture et genre, et démontrer que les dimensions éthiques des objectifs que nous examinerons peuvent être intégrées dans chacun des ODD. Je vais passer au PowerPoint. Donc, voici les objectifs que vous avez d'ailleurs ici. Ici, vous les avez en français et là, vous les avez en anglais. Alors, vous reconnaissez là-dedans, dans le 3, bonne santé, bien-être, dont je parlerai un peu. Dans le 4, l'éducation de qualité. Dans le 5, l'égalité entre les sexes. Donc, c'est surtout ces points-là que je vais aborder avec vous. Donc, qu'est-ce que nous apportent ces objectifs? Que nous apportent ces objectifs? Alors, comme l'a dit l'organisation Quart Monde, pour la première fois, ces objectifs lient étroitement les politiques qui visent à éliminer la pauvreté et celles qui visent à préserver la planète. Juste cette phrase, éliminer la pauvreté, là, c'est pas rien. Hein? Moi, quand j'étais sous-ministre et qu'on se réunissait avec toutes les provinces, les autres sous-ministres ne voulaient jamais mettre un objectif éliminer la pauvreté. Ils disaient c'est trop compliqué, c'est trop en relation avec le statut social et économique et la culture et l'histoire de chaque pays. Donc, c'est très complexe, cette expression. Et éliminer la pauvreté, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi la pauvreté dans chaque pays? C'est quoi le revenu minimum, l'indice de bien-être, le développement humain, etc. Pour la première fois aussi, ces objectifs concernent toutes les nations. La pauvreté et l'exclusion sévissent au nord comme au sud. Pour la première fois, ces objectifs s'appuient sur les droits de l'homme. Donc là, on va y revenir, ça concerne toutes les nations et non plus seulement, comme les OMD, seulement les pays en développement. Donc, ça change beaucoup le portrait. Les valeurs éthiques qui sous-tendent les ODD qui permettraient de viser le bien commun. Quand on lit les cibles, quand on lit les objectifs principaux, les objectifs chapeaux de chaque secteur, on pourrait dire, puis qu'on lit les cibles en dessous, on retrouve un langage qu'on peut, grosso modo, résumer avec ces objectifs ici, parce qu'on y parle de chacune de ces dimensions-là dans l'un ou l'autre des cibles et des objectifs globaux. Alors, la responsabilité, dans quel sens? Se demander, quand on travaille, je ne sais pas moi, sur l'eau, sur la nourriture, etc., quels seront les impacts de ce que nous faisons maintenant sur les générations futures? Alors ça, c'est cette idée de concept de responsabilité qu'on peut lier aux objectifs du développement durable. Justice et équité permettent que se développent des corpus légaux susceptibles de répondre aux besoins de tous les citoyens et qui sont non discriminatoires. Il me manque un S ici. Bon. Justice. Bon, justice, c'est un peu l'idée de la même chose pour tout le monde, la même loi, les mêmes règlements. Équité charrie plus l'idée qu'on peut avoir des approches différentes ou des approches qui privilégient certaines communautés, par exemple, ça peut être les femmes, ça peut être les Autochtones, ça peut être les personnes handicapées, pour arriver, peut-être pas nécessairement à la même chose pour tout le monde, mais à quelque chose qui va prendre en compte la personnalité de chacune de ces entités. Solidarité, assurer un partage de la richesse, une préoccupation du développement des énergies propres et un souci de préserver l'eau. Donc, dans une perspective solidaire, c'est-à-dire qu'on ne pense pas juste à nous, Canada, Québec, etc., mais on pense aussi aux impacts sur les autres pays pour les aider à être capables d'atteindre ces objectifs, etc. Autonomie, permettre aux citoyens de prendre leurs décisions en toute liberté. Ça, c'est la liberté d'expression, la liberté de toutes sortes, c'est très important. Parce qu'on peut avoir une approche par exemple, du bien commun qui dit on va tous faire la même chose, on va tous donner nos vaches à Staline. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui dit moi, citoyen, je décide de participer à ça, de regarder dans mes actions, petites, grandes, qu'est-ce que je peux faire pour les objectifs. Les cibles et les indicateurs. J'ai mis 2 fois indicateur, je ne sais pas pourquoi. Là. Chaque objectif a des cibles. Alors, vous avez ici la définition de chaque objectif. Il y a toujours une phrase chapeau. Puis ensuite, il y a des cibles. D'ici 2030, il faudra faire ceci ou cela. Et plus que cela, il y aura des indicateurs. Alors, comment on va vérifier dans un pays, je ne sais pas quoi, qu'on a atteint la cible, que les femmes aient tous accès à l'éducation primaire et secondaire? Bien là, ça va tout se faire avec des bases de données qui existent ou qui sont en préparation. Alors ça, c'est un travail énorme, compliqué, qui n'est pas terminé. Donc, les gens peuvent encore proposer des choses,
et qui, espérons-le, va marcher. Parce qu'il y aura, je vais le dire un petit peu plus loin, des possibilités pour chaque pays d'identifier pour lui des indicateurs et des cibles qui lui conviennent mieux. Par exemple, ici, les Autochtones pourront choisir certaines cibles et certains indicateurs qui leur vont dans leur système, alors qu'à d'autres places, d'autres provinces, et aussi on peut choisir autre chose. Donc, on va prendre des exemples, parce qu'on ne va pas lire tous les objectifs, ça serait énorme, très long, toutes les cibles, mais juste pour vous donner des exemples. Si vous prenez la santé, alors la santé, son objectif chapeau, c'est permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Ça, c'est important. Vous prenez à tout âge. Alors, tous ces mots-là ont été discutés par toutes les consultations, puis les millions de personnes rencontrées. Et pour avoir travaillé sur la déclaration sur la bioéthique, vous avez toujours quelqu'un qui dit « Ouais, mais bonne santé, ça veut dire quoi? Si je suis un pays, ça veut dire que je vais être obligé de donner tout gratuit à tout le monde. Hein? Les questions budgétaires sont toujours les plus compliquées. Promouvoir le bien-être, ça veut dire quoi? C'est la santé publique. Mais c'est quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on va permettre dans mon pays, par exemple, l'avortement? Alors, tous les pays, dès qu'ils discutent, ils voient, ils ont derrière de la tête tout leur pays, leur façon de faire, leur culture, et ils disent « Ouais, mais ça va être quoi, les engagements? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? » À tout âge, il y a une autre affaire, ça veut dire tout au long de la vie, ça veut dire aider aussi bien les personnes âgées que les autres, etc. Donc, je vous donne un exemple d'une cible, là, parce qu'il y en a, si on prend la santé, il y en a plusieurs. Je vous donne un exemple pour cet objectif de la santé. D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux. Alors ça, c'est, comme je vous disais, c'est un programme. Parce que là encore, on va arriver, on va dire que ça veut dire, ça veut dire qu'il va falloir que je permette la contraception. Est-ce que ça veut... Tous ces mots-là sont très compliqués. Par exemple, dans la déclaration sur la bioéthique, on avait mis un principe où on disait qu'il fallait s'occuper de la santé reproductive des femmes. Et les pays ont dit non, on ne veut pas accepter ça, certains pays, parce que nous, on ne permet pas l'avortement, on ne permet pas de contraception. Alors, on a mis santé des femmes, on n'a pas mis santé génétique, comme on le dit, par exemple. Bon, alors, c'est beaucoup de femmes de certains pays m'ont dit, oui, mais nous, on préférait votre pas wording, mais votre façon de le dire. Moi, j'ai dit, écoutez, de toute façon, la santé des femmes, une bonne partie, c'est la santé génétique. Donc, vous pouvez quand même vous baser là-dessus. Donc, il y a toujours des compromis à faire. Bon, alors là, vous avez eu une cible, permettre à toutes d'être en santé. Là, je vous donne des exemples d'indicateurs qui, à l'heure actuelle, sont suggérés. Alors, pour vérifier ce qu'on dit dans la cible, il y aura des indicateurs. Alors, genre, pourcentage de femmes d'âge reproductif de 15 à 49 ans, pour lesquels on satisfait leurs besoins pour la planification familiale avec des méthodes modernes. Alors, pour faire ça, on va prendre des surveys, des enquêtes qui existent à l'heure actuelle dans certains pays. On va prendre des données qui sont disponibles pour 138 pays et territoires pour la période 90-2014. On va prendre des données qui ont au moins 2 bases de données sur ces sujets-là. Alors, ils ont essayé, c'est une équipe dans laquelle participe l'Institut de la statistique de l'UNESCO, qui est basé à Montréal. D'ailleurs, si des fois vous cherchez des statistiques en éducation, en culture et tout ça, vous pouvez aller voir. C'est une mine d'or. Ils ont un site web aussi, Institut de la statistique de l'UNESCO. Il y a aussi un site web où il y a plein de données et ils sont à Montréal au HEC, sur la rue de Selle. Donc, je trouve, moi, qu'ils ne sont pas assez utilisés parce qu'ils ont beaucoup de données. Alors ça vous donne un exemple d'indicateur, mais il y en aura beaucoup des indicateurs et ils sont encore en construction avec l'OCDE, avec l'Institut de la statistique, avec d'autres organisations participation. Je vous donne un autre exemple de cible et dans lequel on peut dire on retrouve des principes éthiques dont j'ai parlé, comme l'équité, la justice, la non-discrimination, à faire en sorte que chacun bénéficie d'une assurance santé comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels, de qualité, et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs,
pas des affaires qui arrivent des big pharma puis qui sont périmées, là. Efficace, de qualité et d'un coût abordable. Alors, vous voyez le programme ici, là, c'est quelque chose, hein? Alors, les chefs d'État, ils l'ont accepté, ça. Donc, il faut qu'ils le mettent en œuvre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne du pouvoir à la société civile. Si vous vous donnez la peine dans les pays de lire ces choses-là, vous pouvez ensuite dire à vos gouvernements, le 15 septembre 2015, vous avez accepté ça, là, puis on ne fait rien pour ça dans notre pays. Donc, ça donne du pouvoir à la société civile. C'est ce que m'avaient dit certains pays quand on a adopté la déclaration sur la bioéthique, parce qu'ils ont dit, pour nous, c'est fantastique, parce qu'on peut aller à nos pays et dire, vous avez accepté ça à la conférence générale de l'UNESCO et on ne fait rien. Donc, ça met une pression sur les pays. Tout ne change pas du jour au lendemain, mais c'est quand même intéressant. Alors maintenant, ça, j'ai fait la santé. On passe à l'éducation. Donc, comme je vous disais, sur les cibles, je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a des pages et des pages. Donc, vous trouvez tout ça en ligne dans les sites qui parlent des ODD. En éducation, avez-vous des questions, là, tout de suite, de même? Est-ce que vous suivez? Ça va? Vous êtes tous réveillés? Oui. Oui. Pour savoir si ça marche. Ils vont faire ça, ou bien ils vont prendre, parce que dans certains pays, mettons comme, je ne sais pas, la France, l'Angleterre, le Canada, on a déjà des enquêtes. Ici, on avait, par exemple, le questionnaire long que Harper a éliminé, mais qu'on espère qu'il va revenir avec un nouveau gouvernement. Donc, ça donne déjà des données sur certains de ces sujets-là. OK? Quand il n'y en a pas, vous avez raison de poser la question, qu'est-ce qui arrive? Il faut former des gens pour être capable de faire ça dans des pays, d'être capable de faire des bonnes datas, des bonnes données. Alors ça, l'Institut de la statistique de l'UNESCO fait ça, forme des statisticiens. Maintenant, il faut penser à l'orgueil de chaque pays. Des fois, les pays ne veulent pas dire on n'a pas les statistiques. Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais soumise à la santé, j'ai été à l'Organisation mondiale de la santé. À l'époque, les statistiques sur le sida, il y a certains pays qui disaient, nous, on n'en a pas. Parce qu'ils ne voulaient pas montrer qu'ils avaient la maladie, alors que d'autres la montraient. Petit à petit, on dit, c'est important, ça aide à vous aider, ça aide à vous donner des médicaments, etc. Même ici, quand j'ai présidé à un moment donné une commission sur la formation des adultes, on a sorti des données sur l'analphabétisme au Québec. Et en 1982, puis le ministère de l'Éducation a dit non, c'est pas vrai. Tout le monde est alphabétisé au Québec. Ils en sont revenus depuis ce temps-là. Mais donc, les pays sont quand même soucieux de dire notre ministère de l'Éducation fait un bon travail ou notre ministère de la Santé. Donc, c'est ça un peu la réponse. D'autre part, si vous avez des bonnes statistiques, vous allez être capable de mettre en place des politiques, des règlements, des lois qui vont répondre à ces objectifs. Y a-t-il d'autres questions? On va revenir sur les questions après. Donc, si on prend l'objectif 4, qui est ici, éducation de qualité. Donc, son grand chapeau, c'est assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Là encore, vous avez un gros programme. D'abord, l'éducation, comme vous savez, dans tout ce qui concerne le climat et toutes ces choses-là, c'est très important que les gens puissent comprendre de quoi on parle. L'éducation, moi, en fait, je travaille, c'est un peu mon dada. C'était tellement important pour tout, à tous les niveaux. Maintenant, là, vous regardez, par exemple, nous, l'UNESCO, on avait proposé assurer l'accès de tous à une éducation inclusive. Le mot inclusif est disparu. Je ne sais pas dans quel... c'est avec le travail du Open Working Group ou avec autre chose, mais il n'est plus là. Donc, c'est comme ça que ça marche. Hein? Il y a des mots qui restent, des mots qui arrivent, des mots qui s'ajoutent. Éducation de qualité. Encore là, ça veut dire quoi? Éducation de qualité, etc. Donc, tous ces mots-là sont vraiment chargés de sens. Il s'agit de préciser ce sens. Maintenant, je parlais un petit peu parce que l'UNESCO, comme vous savez, c'est l'Organisation des Nations unies pour éducation, culture, sciences, communication. C'est ça que ça veut dire, UNESCO. UNESCO, c'est baptisé la conscience des Nations unies parce qu'ils travaillent beaucoup sur les comportements, les valeurs, les choses comme ça. Alors, par exemple, la FAO travaille sur la nourriture, d'autres organisations travaillent sur d'autres sujets. Et l'UNESCO, c'est tout le chapeau des Nations unies qui est à New York,
la partie qui travaille sur les dimensions que j'ai mentionnées. Alors, l'UNESCO, pendant que j'étais là, les 3 ans, travaillé avec l'UNICEF, l'Institut de la statistique, la Banque mondiale, pour définir ce qui était souhaitable en éducation. Donc, le programme éducation qu'on retrouve dans les cibles sous cet objectif chapeau, il y a une grande partie qui a été préparée par l'UNESCO à New York. L'UNESCO a mis sur pied à New York un secrétariat qui réunissait beaucoup d'acteurs, avec la directrice générale de l'UNESCO qui s'appelle Irina Bokova. Et donc, à l'UNESCO même, on a travaillé sur ça. Il y a eu des rencontres dans plusieurs pays pour arriver à proposer les cibles, l'objectif chapeau et les cibles. Alors, ça a été des très longues négociations, assez complexes. Et il y a eu énormément de travail pour que la culture soit inclue comme un objectif à part entière. Parce que l'UNESCO a fait plein de conventions sur la culture, diversité culturelle, etc. Et donc, souhaitait qu'il y ait un objectif sur la culture. Il n'y en a pas eu. Alors, il y a dans le 4, qui est l'éducation, dans le 4C, il y a quelque chose sur les enseignants. Ça, c'est important parce que on voulait que les enseignants soient reconnus dans les objectifs. Et donc, ça a été compliqué parce qu'il y en a qui disaient non, les enseignants, c'est un moyen. On ne mettra pas ça dans les objectifs, mais finalement, ça a été retenu. Alors, d'ici à 2030, accroître considérablement le nombre d'enseignants qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la formation d'enseignants dans les pays en développement, surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement. Ça, c'est une cible. Une autre suite d'exemples d'indicateurs. Excusez-moi, j'ai marqué ça, mais c'est des indicateurs. Alors, vous avez vu ce qu'on souhaite comme objectif pour les enseignants. Comment on va vérifier ça, encore une fois? Alors, le pourcentage de professeurs au niveau primaire, au niveau secondaire, début secondaire et fin du secondaire, qui ont reçu au moins une formation pédagogique avant d'entrer en service, qui est requise pour enseigner au niveau nécessaire dans une contrée, dans un pays. Donc, ça aussi, c'est important parce que quand on compare des fois des pays en développement qui ont un PIB à peu près semblable, qui ont à peu près la même population, on voit parfois que des pays qui ont mis un effort sur les enseignants vont mieux, produisent mieux, sont plus productifs que des pays qui n'ont pas mis un effort sur les enseignants, qui ont des enseignants qui ne sont pas payés, qui doivent avoir 2 emplois, qui ont 60 enfants dans la même classe, puis un ordinateur, puis des choses comme ça. Mais s'ils ont fait l'effort, comparant des pays similaires, on va voir des résultats meilleurs. Maintenant, j'arrive encore à la culture. Alors, dans des objectifs de l'éducation, il y a ce paragraphe. Donc, la culture n'est pas son propre objectif. Il y a ceci dans les objectifs d'éducation. D'ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits de l'homme et de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture, voilà le mot culture, de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable. Donc, c'est tout ce qu'il y a sur la culture. Ils ont mis tout le stock de la culture là-dedans. Elle n'a pas son propre objectif et j'ai lu les projets d'indicateurs. Je n'ai pas encore vu d'indicateurs qui concernent la culture. Donc, à voir. C'est quoi la citoyenneté mondiale? Pardon? La citoyenneté mondiale, c'est... La citoyenneté mondiale, ça serait comme enseigner que vous êtes un citoyen du monde, qui a d'autres cultures, qui a d'autres histoires, qui a d'autres comportements dans d'autres pays, d'éveiller les jeunes au fait qu'il n'y a pas que leur quartier, leur ville, leur village, mais qu'il y a... Alors, c'est un peu des programmes qui se développent qui sont axés sur cette prise en compte qu'on fait partie d'un monde global, d'un monde mondial. C'est à peu près ça. Donc, on a fait la santé, on a fait l'éducation. Maintenant, si on passe au genre... Bon, le genre, maintenant, c'est plus simplement les femmes, mais c'est égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Autonomiser, c'est la traduction française de « empowerment », mais je trouve qu'empowerment est beaucoup plus fort. Mais
J'ai vu toutes sortes de traductions comme empouvoirment, qui est très laid. Hein? Parce que les gens, des fois, ils me demandent comment vous traduisez empowerment. Je dis empowerment. Parce que je trouve que c'est fort, mais autonomiser, je trouve que c'est moins fort. Enfin. Hein, c'est vrai? Donc, l'objectif 5, le chapeau, c'est ça. Donc, je vous donne un extrait de cet objectif. 5A, entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques ainsi qu'à l'accès à la propriété, au contrôle des terres et à d'autres formes de propriété, aux services financiers, à l'héritage et aux ressources naturelles dans le respect du droit interne. Donc, dans le respect du droit interne, voyez-vous la petite phrase qui arrive à la fin, là? Ça veut dire que les pays ont dû dire « Wow! » En disant, mettez beaucoup, là. Il faut penser que nous, on a un cadre légal, on a des lois. Donc, souvent, ils vont remettre ça dans le respect de la capacité de payer, dans le respect des ressources disponibles, dans le respect pour permettre aux pays de dire, bien, c'est quand même marqué que vous allez avoir droit à la propriété, mais dans le respect du droit interne. Donc, ça atténue un peu la portée. 5C, adopter des politiques bien conçues, des dispositions législatives applicables en faveur de la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation, fameux mot, de toutes les femmes et de toutes les filles à tous les niveaux et renforcer celles qui existent. Donc, encore une fois, je vous donne l'exemple d'indicateur. Alors, on a toujours l'objectif principal, les cibles, les indicateurs qui sont encore en développement. Alors, pour 5A, on dit la proportion de femmes qui sont propriétaires de terre par âge et par location. Et à chaque fois, quand on lit, parce que vous pouvez trouver un site où on vous donne tout ça, ils vont dire, bien, voici, il y a plusieurs pays qui ont des données là-dessus, il y en a qui n'en ont pas, il faut les aider à se former, il y en a qui n'en veulent pas. J'ai hâte de voir, moi, les indicateurs, comment ça va se développer. 5C, il y a une faute, le pourcentage des pays avec un système pour suivre et rendre public les allocations de ressources qui sont faites pour l'égalité des genres et l'empowerment des femmes. Rendre public est aussi un mot important. Parce que souvent, dans certains pays, par exemple, il y a un médecin indien, quand on faisait des déclarations sur la bioéthique, il m'a dit, nous, on a plein de lois, plein de règlements, mais ça reste sur les tablettes. Parce qu'on n'a pas une société civile forte, comme ici, qui va se lever et qui va dire, voilà, ça, c'est pas appliqué, ça, c'est pas fait. Donc, il y a deux choses. C'est beau d'avoir des lois et des politiques, mais il faut qu'elles soient publiques, transparentes, etc. Bon, où je suis rendue, là? Donc, qu'est-ce qui va arriver après tout ça? Alors, les objectifs du millénaire 2000-2015, les OMD, là, qu'on appelait, malgré le fait qu'ils ne sont pas tous atteints, ont permis quand même certaines avancées en éducation, en culture, en genre, en santé et dans d'autres domaines, comme climat et tout ça, et en équité, mais ce n'est pas suffisant. Alors, je reviens et après. Alors, dans un monde qui est, comme vous savez, en pleine turbulence, où l'on se demande parfois où la planète s'en va, à tous les points de vue, climatique, social, éthique, nous avons le droit d'être sceptiques sur l'avenir des objectifs du développement durable. Alors même que des millions d'enfants et d'adultes n'ont pas accès à l'éducation, alors que même dans les pays riches, le nombre des mal nourris augmente, alors que la planète subit les chocs des changements climatiques, alors que des millions de migrants frappent à nos portes, que l'évasion fiscale est omniprésente, je me demande parfois si on ne retourne pas en arrière, si on n'est pas en train de déconstruire plusieurs des choses bâties au fil des siècles. Même si on dit que l'histoire ne se répète pas, en tant qu'historienne, je trouve que beaucoup d'événements actuels, que ce soit au Québec, au Canada ou dans d'autres régions du monde, ne sont pas sans analogie avec des événements déjà survenus. Que ce soit les guerres ethniques et religieuses du Moyen-Orient, la destruction de l'État-providence ici, la violence faite aux femmes et aux personnes vulnérables, la diminution de l'aide au développement ici et dans d'autres pays. Les déclarations sur les droits de l'homme et les déclarations des organisations internationales remplies de beaux principes ne sont pas toujours mis en œuvre. Cela pourrait nous inciter à beaucoup de pessimisme sur l'avenir des ODD. Sur les avancées obtenues de 2000 à 2015, il y a deux écoles de pensée. D'un côté, on a la Banque mondiale qui soutient, je cite, « les taux de pauvreté ont baissé de façon remarquable au niveau mondial et que nous avons fait de remarquables progrès pour ce qui est de réduire le nombre de ceux qui ont moins de 1,25 $ par jour pour vivre dans le monde en développement, même s'il y a encore 1,2 milliard de personnes en situation d'extrême pauvreté. »
Ça, c'est la vision un peu optimiste de la Banque mondiale. A contrario, d'autres concluent que les politiques néolibérales de la Banque mondiale et du FMI sont un échec, parfois qualifié de cuisant, qui a eu un impact dévastateur sur la pauvreté et que la crise est en train d'accentuer encore plus. Je dois dire que lorsque j'ai grandi à Québec, on ne parlait pas d'éthique, ni de biodiversité, ni de gaz à effet de serre. Hein? Depuis ce temps, et particulièrement au cours des dernières décennies, il faut reconnaître que la conscience du monde sur les changements climatiques et le développement durable est passée d'un déni à peu près total à un éveil qui va croissant. Des entreprises, des associations, des gouvernements se mobilisent et se donnent des objectifs concrets pour augmenter l'accès des filles à l'éducation, pour permettre les expressions de la diversité culturelle de tous les pays, pour mettre en place des formations à la bioéthique qui permettent aux pays en développement de ne pas être utilisés uniquement à des fins économiques ou encore pour atténuer les effets des changements climatiques. C'est pourquoi je pense qu'il faut continuer de croire qu'il sera possible de faire des progrès d'ici 2030 si les gouvernements, les chercheurs et les citoyens poursuivent ces objectifs définis. Les avancées scientifiques dans plusieurs domaines liés à la santé, comme la génétique, les avancées sur la recherche sur le cerveau, à l'éducation, des avancées en éducation, rendent possible un avenir sanitaire et scolaire meilleur pour tous. L'éducation et la prise en charge des discriminations envers les femmes sont de plus en plus nommées, révélées, comme on voit ces jours-ci ici. Mais les inégalités persistent dans ces deux domaines. Les études en éducation sont légion sur les conditions nécessaires à mettre en place pour promouvoir et rendre accessible l'éducation pour tous, jeunes et adultes, pour diminuer le décrochage, pour une formation de qualité tout au long de la vie, pour les enseignants, etc. L'OCDE, l'Institut de la statistique, produit chaque année des données probantes sur ces questions, mais la mise en œuvre des activités qu'elles suscitent ne se fait pas toujours. Comme le dit Hubert Reeves, la science nous dit ce que nous pouvons faire, mais elle ne nous dit pas comment le faire. Comment prendre les décisions qui seront à l'avantage du bien commun et qui seront éthiquement significatives? Comment élaborer des politiques qui se soucient des plus vulnérables? L'éthique peut contribuer à clarifier ces questions. L'éthique, c'est différent de la morale. La morale va vous dire, tu fais ça, tu fais pas ça. C'est plus déontologie là, dans les applications modernes. L'éthique, telle qu'on doit la concevoir aujourd'hui, se doit d'être contextualisée et les décisions doivent prendre en compte le contexte culturel, historique et social dans lesquels elles s'incarnent. En ce sens, les ODD ont une approche différente des OMD, on l'a mentionné. Contrairement aux OMD, ces objectifs ne s'adressent pas seulement aux pays en développement, mais à tous les pays. Deuxièmement, les objectifs globaux auxquels seront attachés des cibles et des indicateurs pourront faire l'objet de développement d'objectifs régionaux. Donc, des territoires, des communautés pourront dire « moi, c'est là-dessus que je veux travailler ». Vous voyez un petit peu la difficulté après, la comparabilité, mais c'est quand même intéressant. Choisis par les pays qui seront appelés à identifier ce qu'ils privilégient, ce qui permettrait, par exemple, chez nous, aux Autochtones et aux provinces, de choisir les objectifs qui leur semblent les plus appropriés à leurs besoins. Et qu'est-ce qui arrive avec le Canada dans tout ça? Bon, le Canada. Le 3 octobre 2015, le vice-ministre des Affaires étrangères du Canada, Daniel Jean, je ne suis pas parent avec lui, a souligné la nécessité pour la communauté internationale de trouver des solutions afin de combler le manque de financement disponible pour la mise en œuvre du nouveau programme de développement durable. Il a dit « Nous devons trouver de nouvelles façons de combiner les financements issus des bailleurs de fonds, des fondations du secteur privé et d'autres ressources pour combler cette lacune. » Il a dit « Il faudra que vos organisations s'engagent dans la mise en œuvre des objectifs et suivent attentivement les décisions qui seront prises par le gouvernement fédéral et les provinces, ainsi par le Conseil des ministres de l'Éducation. » Parce que vous savez qu'au Canada, l'éducation, c'est une compétence provinciale. C'est à peu près la chose la plus claire dans la Constitution du Canada. Il y a des choses qui sont floues, mais ça, c'est clair. C'est une responsabilité des provinces. On n'a pas de ministère de l'Éducation nationale. C'est le Conseil des ministres de l'Éducation de toutes les provinces. Et c'est par là qu'on peut agir sur ce qu'ils vont décider. C'est quelqu'un qui Donc, la poursuite des ODD demande une science et une recherche et des données économiques, sociales, démographiques et éthiques probantes, de plus en plus raffinées, qui prennent en compte les contextes sociaux et culturels de chaque pays. On entend parfois certains chercheurs dire que l'éthique, c'est un empêchement à l'avancement de la recherche. Cette assertion pourrait s'avérer juste si les deux univers ne se parlaient pas. C'est pourquoi il est important d'engager entre les sciences naturelles et les sciences sociales un dialogue constructif et permanent qui évite des discussions stériles.
C'est là que l'éthique entre en jeu et suscite des questions sur l'acceptation et l'acceptabilité sociale, car les choix de nos politiques et de nos lois appellent une conversation sur l'acceptabilité sociale, une participation des citoyens à l'élaboration des politiques. Tous les modèles de gouvernance qu'on voit actuellement parlent de cette participation des citoyens. Ça veut dire quoi, la participation des citoyens? Leur dire ce qu'on va faire, pas leur donner la parole. Donc, comment s'incarne la participation? Quand il y en a, c'est très important. Bon. Au Canada comme ailleurs, comme je l'ai dit, les valeurs éthiques qui devraient être à la base des discussions qui se poursuivront sont les suivantes que j'ai insérées. Bon, alors, au Canada comme ailleurs, très souvent, lorsque sont élaborées des politiques, les valeurs qui les sous-tendent ne sont pas clairement nommées. On va nommer les valeurs économiques. Des fois, on va dire, bon, on veut aller là, on veut tel déficit, on ne le veut pas, tata. Mais souvent, on ne nomme pas les valeurs. On ne dit pas, on fait ça pour le bien commun de tout le monde, ou on fait ça pour enrichir les plus riches, etc. Il a été sous-mené, je l'ai vu, c'est comme ça se fait. Sont-elles uniquement économiques? Ont-elles une dimension sociale? Pourront-elles aider les plus vulnérables? Donc, moi, j'ai fait ma thèse, en fait, de doctorat sur le bien commun. Donc, avec les valeurs que je vous ai mentionnées et tout, j'avais fait ce petit cadre conceptuel, évidemment en définissant l'histoire de chaque concept, qui est très compliqué, mais bien commun, en dessous la responsabilité, on en a parlé tantôt, la justice, la solidarité et l'autonomie. Donc, une espèce de petit cadre qui permet des fois, quand vous allez être en charge d'une action, regardez, moi, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est responsable face aux générations futures? Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est équitable? Est-ce qu'on est solidaire? Est-ce qu'on permet l'autonomie? Donc, malgré les nombreux défis que proposent ces objectifs, je crois qu'il faut continuer de croire qu'il sera possible de faire de grandes avancées d'ici 2030. Je crois qu'utopie et scepticisme sont nos deux meilleurs outils dans la poursuite de cet agenda ambitieux. L'utopie, pourquoi? Pour croire en un avenir inclusif et meilleur pour tous. Et scepticisme, pourquoi? Pour toujours poser les bonnes questions à nos organisations, à nos décideurs politiques, etc. Incarnant les aspirations des peuples, le programme du développement durable à l'horizon 2030 pourrait s'avérer tout aussi capital que la Charte des Nations unies, a estimé le secrétaire général Ban Ki-moon. Il a ajouté « Nous sommes à un moment déterminant de l'histoire de l'humanité. Les hommes et les femmes du monde entier nous ont demandé de leur faire voir un avenir d'espoir et de possibilités. » Donc, à nous de jouer. Si j'ai mis un site là, qui n'est pas utile, puis j'ai mis à votre tour de participer.